Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà. Mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis. Mettez-vous en ligne, on s'est laissé. Mettez-vous en ligne, on parlait de ce qui se passe. Beaucoup de personnes me demandent, mais Guégué, qu'est-ce qui se passe réellement en Ukraine? Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. L'incontournable. Mettez-vous en ligne, partagez le direct massivement. Partagez-le, partagez-le, partagez-le massivement. Partagez le direct massivement. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, partagez le direct dans les groupes, sur vos murs, partout où vous pouvez. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va se laisser. Connectez-vous. On va faire le point sur l'avancement de l'armée ukrainienne sur le front nord-est. C'est très important, le nord-est de l'Ukraine. C'est très important. Donc, connectez-vous, on se laisse. Chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Et, s'il vous plaît, donnez-moi mes étoiles. Hein, qui étaient ici. Hein? Entrez dans nos vivants. Donnez-moi mes étoiles. En retour, je vous donne les informations les plus importantes qui se passent. Voilà. Donnez-moi mes étoiles en quitter ici. Donnez-moi mes étoiles en quitter ici. Donnez-moi mes étoiles, donnez-moi mes étoiles, donnez-moi. Nassis Yao, big up à vous, Maître Yassis. Maître Nassis plutôt, j'ai dit Maître Yassis. Alors, donc, j'espère que vous êtes branchés. Voilà, donnez-moi mes étoiles, donnez-moi mes étoiles. Alors, donc, nous allons rentrer dans le but du sujet. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein de royal padrino, camari, la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe sur le territoire ukrainien. Voilà, il y a eu une contre-offensive ukrainienne au nord-est de l'Ukraine, c'est-à-dire dans la région de Kharkiv. C'est très important. Et donc, il faut une précision de taille. Parce qu'il y a une très grande désinformation qui se passe en ce moment. Et il faudrait qu'on situe ceux qui aimeraient savoir réellement ce qui se passe sur le terrain. Ceux qui aimeraient savoir la vérité. C'est très important. Voilà. En fait, ça fait des mois que l'Ukraine préparait cette contre-offensive. Il y avait 2 points stratégiques où l'Ukraine devrait frapper pour voir l'endroit qui allait s'effondrer. En réalité, l'Ukraine voulait reprendre la ville de Kherson parce que la ville de Kherson veut organiser un référendum pour se rattacher à la Russie. Et l'Ukraine voulait aussi prendre la ville, c'est-à-dire repousser les Russes parce que les Russes occupaient une partie de la ville de Kharkiv et l'oblast de la ville de Kharkiv, c'est-à-dire les petites villes qui sont à côté, ainsi que des villages autour de Kharkiv, parce que Kharkiv est le chef-lieu, quand on dit chef-lieu, d'une région, c'est très important. Donc la région de Kharkiv, ça y est là, et puis le chef-lieu c'est Kharkiv lui-même. Voilà. C'est-à-dire, je veux prendre un exemple. On parle de la région du sud Bandama, chef-lieu d'Ivo. Vous comprenez? Mais avant d'arriver à Divo, il y a les tiers salés, les trucs. À côté, vous allez traverser des villes avant d'aller à Divo. Et donc, Divo est le chef-lieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, avant d'atteindre la ville de Divo, vous allez traverser des villages et des villes. Puisque c'est Divo qui est la grande ville aux alentours des autres villes. C'est idem pour Kharkiv. Kharkiv est la plus grande ville de l'oblast de Kharkiv. C'est-à-dire qu'on dit oblast, c'est la région. Donc, dans la région de Kharkiv, il y a d'autres villes, plus des villages, avant d'atteindre au sein de Kharkiv. Et donc, une partie de Kharkiv était contrôlée par les Russes. 30% de Kharkiv était contrôlé par les Russes. Et au moins 70% étaient contrôlés par les Ukrainiens. N'oublions pas que Kharkiv est la deuxième grande ville de l'Ukraine. C'est-à-dire, ça a été la première capitale ukrainienne. Kharkiv était une capitale. De la manière on dit Kiev, c'est Kharkiv qui était la capitale de l'Ukraine. Ensuite, c'est reparti vers Kiev. Donc,
Voilà, Kharkiv n'est pas une petite ville, c'est une très grande ville. Et la région dont fait partie Kharkiv, c'est cette région, c'est Kharkiv qui gouverne cette région. Et donc, les Ukrainiens préparaient une contre-offensive au nord-est de l'Ukraine et au sud. Parce que l'Ukraine a passé tout son temps à regrouper des militaires. Non seulement il y a des militaires ukrainiens qui se sont fait former dans les pays membres de l'OTAN. Donc d'autres se formaient en Angleterre, d'autres aux États-Unis, d'autres en Suède, d'autres en Turquie, d'autres en France, d'autres en Allemagne, d'autres en Pologne, d'autres, si on veut citer, on ne peut pas quitter ici, mais les pays membres de l'OTAN, chaque pays avait pris une grande partie de la jeunesse ukrainienne pour les former. On les appelle les défenseurs territoriaux. Donc la défense territoriale ukrainienne, la jeunesse ukrainienne, ceux qui avaient entre 18 à 60 ans, voilà, et qui ne savaient pas manipuler les armes, ils ont été envoyés vers les pays membres de l'OTAN pour se faire former militairement parlant. Et une fois formés, on les a renvoyés parce que ça fait 6 mois, 7e mois que ça dure. Donc pour former un soldat 24 heures sur 24 heures, voilà, pour le booster, pour qu'il soit dans les normes d'un vrai combattant. Mais 3 mois de formation intense parce qu'il y a plusieurs sortes de formations. Il y a une formation normale. La formation normale, ça prend assez de temps. Mais la formation intense, ça prend au moins 3 mois. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps. On te booste matin, midi et soir. Tu dois te former. Donc, on appelle ça la formation rapide et intense pour permettre aux soldats de traverser les différentes sortes de trucs, de tests pour être au niveau d'un vrai soldat. En dehors de ça, il y a la Légion internationale lancée par l'Ukraine. En fait, tout ça, cette histoire de Légion internationale, ce n'est rien d'autre que les militaires de l'OTAN. Est-ce que vous comprenez? Les militaires, les professionnels de l'OTAN. Mais si le gouvernement de Kiev n'évoque pas histoire de Légion internationale, et que d'un moment à l'autre, des militaires de l'OTAN se retrouvent sur le territoire ukrainien pour combattre au nom d'une Légion internationale, bon, c'est comme si l'OTAN s'impliquait directement. Et donc, cette histoire de Légion internationale mise sur pied par le gouvernement ukrainien, c'est une idée de l'OTAN pour permettre aux forces de l'OTAN de rentrer en action en Ukraine, mais tout en se cachant derrière un pseudo nom appelé Légion internationale. Et donc, on les appelle les mercenaires. Bon, eux, ils n'utilisent pas mercenaires. Ils disent la milice, ou bien les légionnaires. Ils les appellent les légionnaires en Ukraine. Ils évitent le nom mercenaire en fait. Donc, il y a plusieurs mercenaires qui sont venus en renfort. Et l'armée de l'Ukraine avait obtenu au moins 1 million de soldats. Après toutes ces formations, l'Ukraine a regroupé au moins 1 million de soldats. En dehors, c'est 1 million d'Ukrainiens. Et en dehors de ça, il y a maintenant la Légion internationale. Donc, ça augmente le nombre d'1 million. Donc, ça faisait que l'Ukraine avait un très grand nombre de soldats. 1 million, au moins 200 000 soldats comme ça. Et en dehors de ça, il y a les experts militaires occidentaux qui sont sur le territoire ukrainien. Ils sont partis là-bas nombreux pour diriger la tactique de guerre en Ukraine, en fait. Parce que ceux qui dirigent les opérations militaires ukrainiennes, ce ne sont pas les Ukrainiens eux-mêmes. Ce sont les Occidentaux, les Américains, les Anglais, les Français, les Turcs, tout ce que vous pouvez imaginer. Les Polonais eux-mêmes, là, ils sont chauds, les Polonais. Eux-mêmes, c'est des vates en guerre, ils sont chauds. Avec les pays, les anciens pays de l'URSS qui ont eu leur indépendance, l'Estonie, la Lituanie, les trucs. C'est des gens, ils sont des vates en guerre. Leurs généraux, ils sont sur le terrain ukrainien pour diriger les opérations sur le terrain. Et donc, il fallait lancer les opérations dans 2 directions différentes pour voir laquelle direction qui allait s'effondrer. Mais la direction de Kherson était une direction qui a été très périlleuse pour l'armée ukrainienne, puisque là-bas, c'est une plaine totale. Il n'y a pas de verdure.
des arbustes capables de cacher, hein, les matériels militaires des forces ukrainiennes. C'est-à-dire, il n'y a pas les petits arbres où les Ukrainiens et leurs forces et leurs chars de guerre vont se cacher pour dire, bon, faut pas, hein, les forces russes vont les repérer et tout. Et du côté du sud, la Russie envoyait ses armes de trucs guerre électronique pour détecter les appels, hein, des forces armées ukrainiennes. Ce qui a fait que la Russie a mis en échec l'armée ukrainienne vers le sud. C'est-à-dire, lorsque les généraux de l'armée ukrainienne, je vais appeler ça comme ça, sinon que les généraux des pays membres de l'OTAN appellent pour contacter leurs hauts gradés qui sont derrière, la Russie détecte automatiquement les appels de ces derniers et ils savent automatiquement où se trouve leur emplacement et ils orientent l'artillerie, hein, de ce côté-là pour les taper. Et donc, du coup, à un moment donné, ils comprenaient que à chaque appel, les Russes les localisaient, ils savaient où l'appel venait, d'où ça venait et tout. Ils orientaient l'artillerie là-bas pour les frapper. Il y avait des drones qui survolaient et ils n'arrivaient à se cacher. Et donc, les endroits qu'ils avaient pris vers le sud, ils ont été tous repoussés. Les Russes ont ramené le front comme il était auparavant et ont pris certaines localités au sud de l'Ukraine. Parce qu'il y avait eu une petite contre-offensive pour les repousser et prendre quelques villages, hein, de la région de Nikolaev. Donc voilà un peu. Donc les Ukrainiens ayant échoué au sud, puisque c'était deux fronts, mais les Russes savaient qu'ils allaient lancer une contre-offensive au nord de l'Ukraine. Malheureusement, les Russes n'ont pas renforcé le front du nord, le nord-est. Ils ont laissé un peu de soldats et ils ont laissé l'artillerie, pensant qu'avec l'artillerie, ils pouvaient recaler les forces ukrainiennes. Puisque quand l'Ukraine a lancé son offensive au sud, les Russes ont pris les soldats qui étaient au nord-ouest pour les envoyer vers le sud, pour contrecarrer l'offensive ukrainienne et les repousser. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand les Ukrainiens ont su qu'ils avaient échoué au sud parce qu'ils ont perdu beaucoup de militaires, beaucoup de matériel de guerre et tout, ils ont dit, bon, au nord là-bas, ils vont, ceux qui attendaient vers le nord, eux aussi, ils ont démarré leur offensive. Et c'est dans ça, il n'y avait plus assez de trucs de forces russes au nord de l'Ukraine, c'est-à-dire dans la région de Kharkiv. Dans la région de Kharkiv, il n'y avait plus assez de trucs de forces militaires. Donc, qu'est-ce que les Russes ont fait, voyant qu'ils savaient que les Ukrainiens préparaient la contre-offensive, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont demandé aux habitants de ces villes-là et de ces villages de partir en Russie. Et donc, tous ceux qui habitaient là-bas, qui avaient coopéré avec la Russie, qui avaient accueilli les Russes, on leur a donné des moyens pour quitter là-bas et aller au sein de la Fédération de Russie pour ne pas se faire assassiner, pour éviter un boucha d'eux. Parce que si ils ne quittent pas ces villes et ces villages et que les Ukrainiens prennent ces villes et ces villages, ils vont les exécuter et ils vont dire que la Russie a fait un génocide. Et ça va être un bouche à deux. C'est-à-dire, ils vont dire les collaborateurs des Russes et tout ça, il faut les éliminer, il faut les cibler et tout. Et donc, beaucoup se sont retirés, beaucoup sont partis. Maintenant, ceux qui étaient pour les forces ukrainiennes, eux, ils sont restés. Et suite à ça, la Russie a retiré ses forces, a retiré ses militaires pour ne pas livrer de combat inutilement parce que la supériorité humaine ukrainienne était assez. L'Ukraine a amassé assez d'hommes. C'était une masse humaine qui a été lancée vers le nord-est. La Russie n'a pas mobilisé autant de militaires que les Ukrainiens ont fait. La Russie n'a pas mobilisé beaucoup de militaires. Donc, elle essaie de mener son opération avec 170 000 hommes seulement. Donc, elle change quand tu es fatigué, tu t'en te reposer, l'autre vient te remplacer et c'est comme ça la Russie fait. Mais les Ukrainiens, eux, ils ne sont pas dans une question d'opération spéciale. Eux, ils veulent libérer leur territoire. Donc, c'est la masse qu'ils ont mis en place. Ils ont rassemblé au moins une armée d'1,2 million, 1,3 million. Et l'Occident leur donne des armes. Voilà, des armes de guerre. Toutes sortes d'armes, on leur donne. Donc, ce qui se passe, ce n'est plus une question d'Ukraine et de la Russie. C'est une question de l'Occident
et de la Russie parce que l'Occident est rentré dans la danse. Et ça fait un moment, ça fait un bon moment que l'Occident est déterminé. Elle veut que la Russie perde cette guerre. Donc l'Occident est déterminé coûte que coûte à faire échouer la Russie. Puisque c'est une bataille de géostratégie et de géopolitique. Lui qui va gagner cette bataille en Ukraine va influencer le reste du monde, aura toutes les décisions sur le monde. Voilà. Et donc c'est de ça qu'il s'agit parce que c'est un affrontement direct entre grandes puissances qui se passe sur le territoire ukrainien. Ça n'a pas encore dégénéré pour arriver dans des missiles balistiques intercontinentaux, mais c'est un affrontement direct entre l'Occident et la Russie. Pour le moment, les alliés de la Russie ne sont pas encore entrés en action. La Russie, elle seule, fait face à une coalition de 30 pays occidentaux. Les 30 pays occidentaux, quand je dis les 30 pays occidentaux, c'est-à-dire l'Occident, l'Amérique et d'autres pays qui ne sont pas de l'Occident, mais qui, comme la Corée du Sud, et même le Pakistan est rentré dans la danse, c'est-à-dire le Pakistan a pris position pour l'Ukraine. Ah bon, les gens ils ne savent pas, mais c'est ce qui est la vérité. Donc le Pakistan a pris position pour l'Ukraine, Israël a pris position pour l'Ukraine. Donc tous ces pays-là soutiennent l'Ukraine, envoient des matériels de guerre, envoient des soldats. Et même certains, certains Afghans rentrent dans la danse. Donc ça devient un truc général, global. Et la Russie, elle est encore seule. Elle n'a pas encore fait venir ses alliés. Mais la Corée du Nord dit qu'elle est prête à rentrer aussi en action. L'Iran dit qu'il est prêt à rentrer en action. La Chine aussi a fait comprendre à la Russie que si la Russie a besoin d'aide, ils sont aussi prêts à les aider. Donc voilà, c'est Poutine à son niveau qui n'a pas encore saisi la main tendue de ses alliés pour dire bon, venez nous aider. Mais les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils intimident tout pays qui veut rentrer en action pour apporter main forte à la Russie. De sanctions, de sanctions. Parce que eux, ils ne veulent pas que les autres aident la Russie. Ils veulent que la Russie soit seule face à eux, leur coalition. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Face à leur coalition, donc c'est ce qui se passe. Izoum n'est pas tombé, Liman n'est pas tombé, comme les gens vous le font croire, parce que si la Russie veut prendre Kramatorsk et Sloviansk, elle n'a pas le droit de perdre Izoum, parce que la ville d'Izoum, c'est dans cette ville-là que les Russes vont passer pour attaquer la ville de Kramatorsk et de Sloviansk. Il faudrait que ça soit clair. Donc, qu'est-ce que la Russie a fait? Ils ont confié à Medvedev, parce qu'il est le président du Conseil national de sécurité, ou bien le président du Conseil national de sécurité en Russie. On lui a confié une tâche d'envoyer tous les matériels de guerre nécessaires aux forces russes qui mènent les opérations spéciales sur le terrain. Et donc, depuis hier, on voit un renfort venant de la Fédération de Russie, c'est-à-dire des matériels de guerre, des blindés, des lance-missiles, des trucs, des avions de guerre qui font truc. Donc la Russie a lancé une contre-offensive aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il y a eu une contre-offensive qui a été lancée dans la région de Donetsk. Parce qu'à un moment donné, les Russes avaient fait une pause. Je ne sais pas pourquoi ils avaient fait une pause quand ils ont libéré Lysychansk et trucs. Ils ont dit, bon, ils font une pause. Et ils ont demandé aux Keken de rentrer chez eux pour se reposer. Et ils avaient confié cette tâche aux habitants, c'est-à-dire les militaires des deux régions, c'est-à-dire Donetsk et Lugansk, de surveiller, de prendre soin de ces deux régions-là, de monter la garde. Et les Keken se sont retournés chez eux et d'autres forces russes s'étaient retournées chez eux et ils ont laissé les matériels de guerre sur place pour dire bon, on n'a pas besoin assez de soldats avec nos trucs, nos canons, nos trucs, on peut chasser toute tentative de truc d'assaut
hein, de la part des forces ukrainiennes. Mais non, il ne faut pas sous-estimer, hein, l'adversaire. Il faut mobiliser les gens. Mais ce renfort était là. Pourquoi depuis là, ils n'ont pas amené ce renfort? Je ne comprends pas. C'est-à-dire ce renfort était là, ces matériels, ces militaires étaient là, mais voilà, ils étaient en Russie. Au lieu de les amener au front, ils ne les amenaient pas au front. Même quand le Sud a été attaqué, ils n'ont pas amené renfort. C'est quand le Nord a été attaqué et que la Russie ne veut pas perdre la ville d'Izoum et de Liman, en ce moment-là, ils envoient beaucoup de renforts. Mais pourquoi ce renfort, ils n'ont pas amené ça depuis fort longtemps? Pourquoi ils n'ont pas attaqué les quartiers généraux des forces ukrainiennes à Kiev? Pourquoi ils n'ont pas frappé le palais présidentiel, hein, les bâtiments administratifs du gouvernement ukrainien, bombarder tout pour mettre tout en néant et essayer de bombarder le palais présidentiel ou bien la résidence même du président? Je n'arrive pas à comprendre. Et donc voilà ce qui se passe. Donc les Ukrainiens ont repoussé, hein, ont repoussé les Russes qui, eux, ils quittaient aussi la ville pour envoyer les forces qui se trouvaient vers Kharkiv, dans la région de Kharkiv, vers la région de Donetsk, parce qu'ils veulent prendre tout Donetsk avant l'hiver, avant décembre. Parce qu'en décembre, ça va être autre chose. Donc les Russes veulent prendre Donetsk avant l'hiver. Les Ukrainiens aussi, leur contre-offensive, ils veulent montrer aussi aux Occidentaux que eux, ils peuvent aussi faire des contre-offensives pour prendre des villes. Donc voilà, c'est ce qui est en cours. Et ne vous inquiétez pas, ils ont tenté de rentrer dans la ville d'Izoum, ils ont été matés. Parce qu'ils ont fait une vidéo où ils étaient à l'entrée de la ville d'Izoum. Vous voyez un truc, comment on appelle ça, une statue, je ne sais pas, où c'était écrit Izoum. Ils ont fait une photo, une vidéo là. Non, c'était pas la ville d'Izoum, c'était à l'entrée. Et ils ont tenté de rentrer, ils ont été matés, ils ont fui. Ils ne sont pas rentrés là-bas. Voilà, l'artillerie russe les a matés et il y a eu renfort russe, des matériels de guerre qui sont arrivés dans la ville d'Izoum. Et donc, la ville est mieux protégée en ce moment. Liman est mieux protégée en ce moment. Et les Russes viennent de lancer une contre-offensive. Hein, une contre-offensive depuis la rivière, hein, Ingoulet à l'est de Snijirevka, depuis Kalinsky et Bobrovikout. Voilà, donc bon, les noms des villes ukrainiennes sont compliqués. Ils viennent de lancer une contre-offensive et donc ça y est en cours. Et cette contre-offensive, ça y est dans la région du Donbass, c'est-à-dire à Donetsk. Parce que là où les Ukrainiens attaquent, là, ça n'a rien à voir avec les deux régions, Lugansk et Donetsk. Non, ça n'a rien à voir de ces deux régions. Ça y est au nord des trucs de Donetsk et de Lugansk. C'est là-bas qu'ils ont attaqué. L'objectif russe, je ne justifie pas ça parce que là, je pense que la Russie fait une fausse route, fait une mauvaise stratégie. Les Russes devraient s'organiser depuis le début pour prendre la ville de Kharkiv. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils laissent la ville de Kharkiv et ils veulent non. Avant de lutter contre, comment on appelle ça, Donetsk et de Lugansk, il faut repousser les forces ukrainiennes très loin pour ne pas que vos arrières soient menacés. Parce que si vous les laissez avancer tels qu'ils avancent dans la région de Kharkiv, mais les renforts qui vont quitter vers Belgorod pour rentrer dans la ville d'Izoum, mais la ligne, c'est-à-dire la ligne qui vous permet d'alimenter votre armée depuis Belgorod sur Izoum, mais cette voie-là sera sur les frappes de l'armée ukrainienne à travers l'artillerie ukrainienne. Et donc ça va perturber l'alimentation en matériel et en hommes depuis Belgorod sur la ville d'Izoum. Et donc la stratégie numéro 1 que les Russes devraient appliquer, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient non seulement le renfort qu'ils envoient maintenant là, pourquoi ils n'ont pas envoyé ce renfort parce que le sud est déjà renforcé. Maintenant, le renfort qu'ils envoient, les matériels de guerre qu'ils envoient en ce moment pour lancer une contre-offensive dans une autre, dans la région de Donetsk et tout, ils ne devraient pas lancer une contre-offensive vers la région de Donetsk. Ils devraient contre-attaquer les forces ukrainiennes qui attaquent et mettre le paquet, mettre l'assaut sur la ville de Kharkiv. Ils devraient mettre l'assaut sur la ville de Kharkiv et prendre cette ville. Dès lors que cette ville est prise, la ville n'est pas loin de Kiev.
Est-ce que vous comprenez? Cette ville n'est pas assez loin de Kiev. Donc, une fois que cette ville est rentrée dans le giron de la Russie, Kiev sera menacé directement. Ce qui va pousser Zelensky et son armée à revoir leur tactique parce qu'ils vont comprendre que depuis Kharkiv, si Kharkiv et son oblast, tout est pris, mais ils savent que depuis là-bas, la Russie peut frapper Kiev avec son artillerie. Des lance-roquettes de 300 km, ça peut frapper la ville de Kharkiv. Et donc, j'ai dit Kharkiv, ils peuvent frapper la ville de Kiev. Et donc, Zelensky ne pouvait pas être en paix au sein de la ville de Kiev. Donc, il fallait prendre cette ville pour que, stratégiquement parlant, votre artillerie puisse menacer directement la capitale. Une fois que c'est menacé, Zelensky ne va même plus penser à une question de trucs d'offensive sur Lugansk et Donetsk ou bien vers Kherson. Il va demander à son armée d'aller protéger Kiev parce qu'il va avoir peur que l'armée russe lance une offensive encore pour aller vers Kiev. Mais les Russes n'ont pas fait ça. Et ce qu'ils ont fait là, ça met en danger tous les collaborateurs russes des villes où ils se retirent. C'est-à-dire ça met en danger ces personnes-là parce qu'ils sont conscients qu'en quittant ces villes, en laissant ces villes dans les mains des forces ukrainiennes, tous ceux, je dis bien tous ceux qui avaient accueilli les Russes, tous ceux qui avaient pris le passeport russe, tous ceux qui avaient coopéré avec les Russes vont être assassinés, vont se faire prisonniers ou assassinés. Et donc les Russes sont conscients. C'est vrai, dans la vie, quand tu sais que tu ne peux pas garder une ville ou une région ou un village, il ne faut pas prendre cette ville, il ne faut pas prendre ce village pour faire espérer aux habitants de là-bas de se rallier à toi. Parce que s'ils se rallient à toi, tu leur as donné un espoir. Ils se rallient à toi et après tu les laisses. Après tu t'en vas. Tu dis non, ils n'ont qu'à partir dans ton pays. Mais si eux tous, ils ne veulent pas partir, tu les mets en danger. Et donc, ce n'est pas une bonne stratégie. La stratégie russe vers la région de Kharkiv, c'est une fausse stratégie. C'est la deuxième fois que la Russie fait ça. La deuxième fois. Premièrement, ils occupaient une grande partie même de Kharkiv. Et l'Ukraine avait lancé une contre-offensive. Ils avaient quitté cette région et ils avaient concentré leurs forces sur le Donetsk. Et c'est suite à ça, ils ont conquéri Lysychansk, Severodonetsk et puis d'autres villes qui étaient tombées et puis la bataille était rude. Et après, quand ils ont pris Severodonetsk et puis Lysychansk et tout ça, ils ont lancé encore une offensive pour chasser les Ukrainiens dans les villages et les villes au niveau de Kharkiv. Et ils avaient encore pris le contrôle pour contrôler ça. Cette fois-ci encore, ils se retirent encore. L'Ukraine lance une offensive et eux, ils s'en vont. Et ils continuent encore pour lancer encore une autre contre-offensive. Les Russes, ils lancent encore une contre-offensive vers le Donbass. Objectif, il faut prendre Bakhmut, Severodonetsk et Kramatorsk. Je dis Severodonetsk, Sloviansk et Kramatorsk. Mais vous n'avez pas besoin de vous retirer à chaque fois pour lancer contre-offensive dans d'autres endroits. Quand vous prenez quelque chose, parce que dans la vie, il ne faut pas jouer la vie des soldats. Les soldats qui ont pris le contrôle, une grande partie du contrôle de Kharkiv, les Russes doivent savoir qu'ils ont perdu des soldats là-bas. Des gens ont perdu leur vie pour prendre le contrôle. Donc, quand vous voyez vos services de renseignement, ils savent que les Ukrainiens préparaient deux contre-offensives pour tromper la vigilance de l'opinion publique. Ils ont trop parlé de l'offensive du sud, de Kherson. Ils ont fait les éloges. Il y aura une contre-offensive. Pendant ce temps, celle du nord se préparait en cachette. Ils ne parlaient même pas de ça. Ils ne disaient même pas qu'il allait avoir une contre-offensive au nord-est de l'Ukraine. Mais ils ont plutôt parlé de celle du sud. Mais les services de renseignement russes savaient qu'une contre-offensive se préparait. Pourquoi le renfort qu'ils envoient maintenant? Pourquoi ils n'ont pas envoyé ça avant? Ou bien ils pensaient qu'ils n'allaient pas. Ou bien ils minimisaient les Ukrainiens. Mais les Ukrainiens ne sont pas seuls. C'est l'Occident et l'Ukraine. Donc la Russie n'a pas le droit de minimiser l'Occident. L'Occident, ce n'est pas une histoire d'Amérique seule qui soutient. Non, non, non. C'est un groupe de boys. C'est un groupe de pays. Et chaque pays a sa technologie. Chacun a sa technologie.
chacun contribue. Donc chacun envoie ses armes les plus modernes qu'il fait confiance. Et ces armes, c'est pour qui? Mais c'est pour faire face aux Russes. Et donc les Russes, dans leur tête, ils devraient comprendre qu'il fallait déjà renforcer le front nord-est. Même, il ne fallait même pas attendre les Ukrainiens. Il fallait lancer une contre-offensive pour déstabiliser leur contre-offensive. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu à ce que les Ukrainiens prennent du terrain et après ils envoient renfort. Donc je pense que peut-être le chef d'état-major, il joue double jeu, ou bien le ministre de la Défense. Sergei Shoigu, mais c'est un civil qui est ministre de la Défense. Je pense que ces gens-là devraient être démis de leurs fonctions et confier ce poste clé à quelqu'un qui est militaire, qui est spécial. Pourquoi Poutine ne confie pas cette tâche à Hamza Kadyrov pour dire à Kadyrov, je te demande d'être, c'est-à-dire, je te demande de me libérer le Donbass, ou bien je te demande de me libérer l'Ukraine. À toi de jouer, fais tout pour. En ce moment-là, tout truc, comment on appelle ça, la Tchétchénie va rentrer, c'est-à-dire, il aura une mobilisation générale au sein de la Tchétchénie. Tchétchénie, c'est la Russie. Hein. Tchétchénie, ça fait partie de la Russie. Donc, c'est une région russe qu'on appelle Tchétchénie. Mais en Russie, chaque région a son gouverneur. Chaque région a son président. Et il y a le président central qui est Poutine. Donc, c'est comme ça. Quand on dit Tchétchénie, c'est une ethnie que les gens y connaissent beaucoup. Comme les Tatars. Voilà, et tout. Donc, Tchétchénie, c'est une ville qui est au sein de la Russie, considérée comme un pays qui a son président. Mais son président, il obéit à Poutine. Voilà. Donc les Tchétchènes ont le passeport russe. Ce ne sont pas des étrangers, sauf qu'eux, ils sont musulmans. Et les autres Russes, ils sont chrétiens. D'autres sont bouddhistes vers la Sibérie. Les gens qui habitent là-bas, eux, ils sont bouddhistes parce qu'ils sont vers l'Asie. Ils sont comme des Chinois. Quand vous les regardez, ils ressemblent à des Chinois. Ce sont des Russes, mais ils ressemblent à des Chinois. N'oublions pas que dans le passé, vers la Sibérie et tout, ça appartenait à la Chine. Et la Russie avait fait la guerre avec la Chine qui avait arraché cette partie à la Chine. Et puis, vers les îles Kouril, la Russie avait fait la guerre contre le Japon et avait pris ces îles, arraché ça aux Japonais. Et donc, les gens qui sont vers les îles Kouril, ça appartient à la Russie, mais ils sont comme des Japonais. Vers un truc en Sibérie, ça appartient à la Russie, mais les habitants de là-bas, ils sont comme des Chinois. Donc, voilà, ça dépend. Donc, nous ne voyons pas des soldats qui ressemblent à des Chinois. Oh, ce sont des Chinois, non. Il y a des Russes qui sont comme des Chinois. Il y a des Russes qui sont comme des Japonais. Donc, voilà un peu. Donc, c'est... Non, je n'en disconviens pas. Je sais que les Ukrainiens ne vont pas, ils vont pas arriver quelque part. L'OTAN ne peut pas faire truc parce que c'est la crédibilité de la Russie qui est en jeu. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est que faut pas, ils vont mettre la vie de ces habitants-là en jeu. C'est ce qu'ils ont fait à Boucha. Ils ont pris ces villes-là et après ils se sont retirés. Quand les Ukrainiens ont pris le contrôle, ils ont tué des gens. Et ils ont accusé des Russes, mais c'était des collaborateurs et des simples citoyens qui avaient accueilli les forces russes. Ils les ont exécutés. Un à un. Ils disent non, ils sont des collaborateurs, des traîtres. Donc ils les tuent, ils les mettent en prison. Donc les Russes devraient savoir que non, avant de lancer une offensive sur une ville, ils doivent se dire si on prend ça là, on ne laisse plus. Quels que soient les contre-attaques, quels que soient les bombardements des Ukrainiens, on ne peut plus laisser parce que si on laisse, on va mettre en danger les citoyens de ces villes-là. Quand c'est comme ça, c'est clair. Mais à chaque fois que vous prenez et après vous relâchez, mais les gens ne vont plus vous accueillir. Ils vont dire non, 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 ne venez pas dans notre ville parce que si vous venez ici, après vous allez nous abandonner aux forces ukrainiennes, ils vont nous tuer cadeau. On ne veut pas de vous. Mais c'est comme ça. Et quand c'est comme ça, les gens vont commencer à vous haïr. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant de prendre le contrôle d'un village ou une ville, il faut être sûr de toi que tu vas les sécuriser. Tu ne vas pas les abandonner, quelles que soient les circonstances. Parce que si tu les abandonnes et qu'on les tue,
Et l'autre région a vu, l'autre village a vu ce qui s'est passé de l'autre côté. Vous allez vouloir prendre le contrôle d'une autre, mais eux, ils vont dire non, non, nous, on ne veut pas que vous venez ici. On se vous supporte, mais on ne veut pas. Parce que si vous venez ici, peut-être plus tard, vous allez nous abandonner aux Ukrainiens. Ils vont nous tuer. Vous allez nous abandonner aux forces de l'OTAN. Ils vont nous tuer. Ils vont nous traiter de trucs de collaborateurs, de traîtres, d'infiltrés. Et donc, nous ne voulons pas. Mais c'est ça le vrai problème. Et c'est ça le danger. C'est ça, moi, je condamne. Voici ma vision. Sinon, je n'ai pas dit la Russie va perdre. Non. Je n'ai pas dit la Russie va perdre. Non, 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 non. Elle ne va pas perdre. Au contraire, il y a eu une contre-offensive. Puisqu'ils avaient arrêté les opérations, maintenant, ils ont décidé d'accélérer les choses. Les Ukrainiens aussi, ils accélèrent les choses. Donc, il y a un violent affrontement qui se passe vers le nord-est en ce moment. Et je pense que les Ukrainiens seront repoussés parce qu'ils ont été déjà repoussés et les Russes veulent contre-attaquer. Ce que je sais, c'est que ces villes qui ont été prises, mais avant d'être pris, les Russes ont demandé à ceux qui voulaient partir en Russie de partir en Russie. Si les Russes sont convaincus que ceux qui sont restés là-bas, ce sont des pro-ukrainiens et qu'ils font partie des amis des Ukrainiens, mais quand ils vont lancer une contre-offensive, ils vont plus jouer avec ces gens-là. Ils vont bombarder comme il se faut pour libérer ces villes parce qu'ils vont se dire, bon, il n'y a plus un pro-russe. Et que tous ceux qui sont restés là-bas, ce sont des pro-ukrainiens, des gens qui détestent les Russes. Et donc, il faut les mater comme il se doit. Et donc, je pense que l'Ukraine risque de prendre très cher suite à la prison de ces différents trucs. Ou bien, peut-être la Russie se dit, bon, il faut les laisser sortir pour neutraliser ces 1 million de soldats qui ont été formés, ainsi que les mercenaires étrangers pour les anéantir et affaiblir l'armée ukrainienne avant que truc décembre n'arrive. Peut-être c'est aussi une autre stratégie. Tu les laisses, ils rentrent et après tu les mates. Et tu déstabilises parce que s'ils sont matés, il n'y aura plus d'armée. Il n'y aura plus rien pour les remplacer. Il faut encore former d'autres. Et donc, pour encore former d'autres, il leur faut du temps. Et ce temps qu'ils vont mettre pour former d'autres, pour envoyer encore des matériels, ça va être difficile. Oui, je comprends. Je comprends parce que les matériels de guerre de l'OTAN ne sont pas adaptés à un terrain comme l'Ukraine. Quand l'hiver arrive en Ukraine, c'est un terrain où les chars des Occidentaux ne peuvent pas avancer parce qu'ils ont conçu leur char en tant que des pays occidentaux parce que chez eux, il ne neige pas assez. Il neige, mais la neige n'est pas très intense. Et puis leurs armes, est-ce que dans de telles conditions de neige, est-ce que leurs armes seront encore précises? Et donc c'est ça, ça dépend des pays. Il y a des armes qui sont précises lorsqu'il fait chaud, lorsque la température est normale. Mais une condition où il y a le brouillard partout, tout est bizarre, il y a la neige partout, il fait froid. Est-ce que les canons peuvent encore tourner? Et donc du coup, les Occidentaux, ils regardent les armes. Ils se disent, mais est-ce que nos armes peuvent tenir en hiver? Est-ce que les Ukrainiens peuvent combattre en hiver? Est-ce qu'ils ont des trucs, des tenues militaires de l'hiver? Et donc tout ça, ils calculent tout ça. Et ils se disent, bon, il faudrait qu'on lance une contre-offensive pour prendre beaucoup de terrain, pour être en position de force et tout. Et peut-être si une négociation il doit en avoir, l'Ukraine puisse être en position de force. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour essayer de lancer la contre-offensive. Puisqu'au sud, ils ont échoué, au nord, ça avance parce que là-bas, ce n'est pas une histoire de plaine. Il y a des montagnes, il y a des forêts et tout ça. Donc, du coup, là-bas, c'est facile pour se cacher dans la forêt, faire avancer des matériels et faire ce que l'on veut faire. Donc, voici. Non, Poutine a tenu un discours aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les Occidentaux envoient des armes et des milliards en Ukraine, ainsi que des hommes pour combattre la Russie. Et donc la Russie aussi et ses alliés vont faire de même. Partout où il y aura guerre, où les Occidentaux seront impliqués, la Russie, la Syrie, l'Ukraine,
je dis l'Ukraine, l'Iran, la Corée du Nord et la Chine s'organiseront aussi pour livrer aussi des armes et combattre les Occidentaux. Et que la guerre hybride sera menée partout. Donc, c'est une manière de faire comprendre aux Occidentaux que ce que vous faites en Ukraine, l'argent que vous envoyez, les armes pour combattre les Russes, le jour où vous allez déclencher une guerre, nous aussi, on va s'organiser pour armer le pays que vous combattez, pour vous combattre aussi. Et que c'est ce qui va se passer dorénavant. Donc, voici un peu ce qui a été mis sur pied pour le clan S, c'est-à-dire le clan Russie, Chine, Iran, Corée du Nord et tout. Donc, voici un peu ce qu'ils ont décidé de faire. Et je pense que dans les jours à venir, les choses sérieuses vont commencer parce que ce qui se passe, Poutine risque de mettre la pression parce qu'il y a des nationalistes en Russie qui, eux, ils sont fâchés contre Poutine. Ils disent, mais Poutine ne met pas le paquet, Poutine, il regarde le pouvoir de Kiev, pourquoi il ne met pas de truc, pourquoi il ne déclenche pas la guerre contre l'Ukraine pour balayer le régime de Kiev, pour neutraliser l'Ukraine automatiquement, et puis il joue. Et donc, à un moment donné, eux, ils sont fâchés contre Poutine. Ils disent, mais ce n'est plus l'Ukraine qui combat, ce sont les pays membres de l'OTAN qui sont en Ukraine, qui mènent la guerre contre les Russes. Et donc, Poutine devrait réagir violemment, il devrait mettre le paquet pour réagir avec violence. Mais il ne fait rien, il fait truc. Donc, les gens sont fâchés. Des nationalistes qui veulent en découdre en même temps, ils sont fâchés contre Poutine. Il lui dit, mais il est lent et tout. Et qu'il n'a qu'à démettre le chef d'état-major et le ministre de la Défense de leurs fonctions pour mettre quelqu'un qui va mettre en application la violence totale sur toute l'Ukraine pour mettre hors d'état de nuit le pouvoir ukrainien. Et donc, bon, on regarde, c'est maintenant les renforts arrivent, il y a des soldats, il y a des matériels qui prennent un truc, le chemin de l'Ukraine. On va voir ce que ça va donner les jours à venir. C'est-à-dire d'ici, ils vont dire dimanche, hein, d'après, parce que nous sommes à quelle heure même? Voilà, d'ici le dimanche d'après, c'est-à-dire le dimanche prochain, on va voir ce que ça va donner sur le terrain, l'évolution de la situation. Voilà, voilà la fraîcheur, les mercenaires ne peuvent pas tenir parce que eux, d'autres habitent dans des pays où il ne fait pas beaucoup froid. Ils habitent dans des pays où il ne fait pas beaucoup froid. Maintenant, ils se retrouvent sur un terrain où la température va chuter environ moins de trucs 10 degrés. C'est la première fois, ils seront congelés. Ils vont se dire, mais putain, vous comprenez l'Allemagne. L'Allemagne, c'est comme ça, l'Allemagne avait perdu. Sur ce côté-là. Donc, ils vont se retrouver un terrain qui est congelé. Or, les Russes, eux, ils ne vont pas baisser la garde. Ils vont lancer des contre-offensives, même en hiver. Et donc, les mercenaires, ils auront du mal à combattre. C'est ça qui inquiète. Parce que les Occidentaux sont convaincus qu'en hiver, la Russie ne va plus mener d'action. Mais non, les Russes vont mener d'action. Ils vont mener les actions en hiver parce que eux, leur matériel de guerre, il y a certains matériels qu'ils ont conçus pour la neige. Pour la neige. Vers le pôle Nord, où ils ont mis leur grand central, leur truc, comment on appelle ça? Exploitation pétrolière ou gazière. Au nord là-bas, il y a des tanks adaptés à la neige. Vers la Sibérie, des tanks qui sont adaptés à la neige et tout. Donc, eux, ils vont lancer des contre-offensives, mais les Ukrainiens n'ont pas ces matériels adaptés à la neige, les Occidentaux n'ont pas ça. Et donc, du coup, eux, ils se disent, bon, en hiver, les Russes, le terrain va se stabiliser. Non, Poutine, lui, il ne voit pas ça comme ça. Il cherche de stabiliser le terrain, il ne voit pas ça comme ça. Il voit l'hiver comme une victoire pour la Russie. Parce qu'en hiver, il va accélérer les choses. Et les mercenaires auront du mal. C'est-à-dire, un mercenaire qui vient de l'Italie. Mais les Italiens, il n'y a pas assez de neige. Mais il va se retrouver sur un terrain où il fait moins 10 degrés, mais ses doigts vont être congelés, il va fuir tout de suite. Il va dire, mais un mercenaire qui vient du Brésil, qui vient de trucs, je ne sais pas, qui vient de la Belgique ici. Mais ici, là, il ne fait pas moins 10 degrés. Quelqu'un, il est habitué, s'il fait trop froid, là, c'est moins 1 degré, moins 2 degrés. Et puis, on ne supporte pas. C'est déjà trop pour nous. Maintenant, il va se retrouver sur un terrain où on dit moins 10 degrés, moins 15 degrés, mais il va perdre la vie congelée. Il va fuir le terrain ukrainien. Il va dire non, 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 je ne peux pas. Puisqu'ils ne vont pas lui donner
du chauffage. On dit restez sur le front, combattez seulement. Vous êtes au dehors, tiens. Il fait froid, tes dents se tapent. Est-ce que tu as encore le temps même d'attraper Kalash pour dire tu vas au front? Toi-même, tu cherches, tu es là, tu cherches un endroit pour te cacher parce que tu as froid. Parce que c'est comme ça, ils ne vont pas leur donner des chauffages sur le terrain. Ils ne vont pas leur donner du chauffage. Oh, ils ne sont pas habitués à ça. Ils ne sont pas habitués. Même l'Amérique, aux États-Unis, ce n'est pas partout où il fait froid. Donc, les mercenaires américains qui sont là-bas, là, ce n'est pas partout en Amérique qu'il fait froid. Il y a des villes là. Eux, ils ne connaissent pas l'histoire de neige. Il fait chaud là-bas. Et il y a des villes où il fait froid. Donc, ceux qui viennent des villes où il fait chaud, qui vont se retrouver à moins de 10 ou 15 degrés, mais ils vont fuir. Ils vont dire, ah, mais I'm come back in America. Ils craignent. Oui, moins les 25, moins les 40 degrés, ils vont fuir. Donc, ils voient l'hiver, voilà pourquoi ils sont pressés. Ils lancent une contre-offensive, mais les 3 jours de contre-offensive, l'Ukraine a déjà perdu 2500 soldats sur le terrain avec 100 véhicules blindés, c'est-à-dire 100 chars. Parce qu'ils sont alimentés en chars par les pays occidentaux. L'Amérique envoie des milliers de chars, les Occidentaux envoient des milliers de chars. Donc l'armée ukrainienne, normalement les matériels militaires de guerre de l'armée propre à l'Ukraine n'existent plus. Ça a été déjà détruit par l'armée russe. Aujourd'hui, ils n'utilisent plus les aéroports pour faire survoler leurs avions. Ils utilisent les autoroutes. Leurs avions décollent via les autoroutes. Parce que ils ont peur que les avions aillent dans les aéroports pour ne pas se faire détruire. Donc, ils font décoller les avions depuis les autoroutes. Voilà ce qui se passe en Ukraine. Et ces avions-là, ce n'était pas pour l'armée ukrainienne. Ce sont des avions qui viennent des pays membres de l'OTAN. Parce qu'il y a des anciens pays soviétiques qui ont les mêmes avions que l'aviation ukrainienne. Vous prenez la Pologne, toute l'aviation polonaise, c'est la même aviation que l'armée ukrainienne. Vous prenez la Grèce, vous prenez la Croatie, vous prenez la Serbie. Bon, les Serbes, eux, ils ne sont pas mêlés dedans. Vous prenez la Lituanie, vous prenez le truc, la Lituanie, comment on appelle ça aussi, tous ces pays membres qui étaient au sein de l'Union soviétique, ils ont les mêmes armes. Ils ont les mêmes armes que les Ukrainiens. Et donc, pour eux, c'est facile d'envoyer ces armes-là là-bas. Donc, quand l'armée russe est détruite, il y a des milliers d'armes qui viennent à terre. Ça coule, on dirait grain de sable qui coule. Et donc, du coup, c'est pas facile. C'est-à-dire, tu détruis quelqu'un, tu le dénazifies, tu le démilitarises. Mais à chaque fois que tu détruis, il y a des gens qui envoient des cargaisons. Ça vient, quand c'est comme ça, tu es seul. Eux, ils sont 30 pays. Ils ont fait coalition boing. Et ils disent, non, toi, tout ce que tu fais là, eux, ils vont remplacer. Et puis, ils remplacent en masse. C'est pas facile. C'est pas facile. Et tu es seul. Donc, quand c'est comme ça aussi, tu appelles aussi tes amis pour dire, mais je suis seul face à eux. Et donc, je vous demande de venir. Bon, dans tous les cas, Poutine, il ne paie pas. Il ne paie pas. Parce que les militaires qui meurent là, il les remplace par les citoyens ukrainiens qui partent en masse en Russie. Donc, en un mot, il est là surpeuplé les Russes. Parce que la Russie a un problème de croissance. La population russe baissait tellement vite, mais avec cette opération militaire, la Russie, en moins de 6 mois, a eu au moins 4 millions de citoyens. Les Ukrainiens qui sont partis en Russie pour aller se réfugier là-bas, ils sont 4 millions et demi. Donc, en moins de 6 mois, c'est comme si les Russes avaient fait au moins 4 millions d'enfants. Vous comprenez? Donc, Poutine, en un mot, il bénéficie de ça. Mais en quittant ces villes, et puis les Ukrainiens prennent ça, les gens qui sont là-bas, eux tous, ils vont en Russie. Mais la Russie va leur donner des maisons. Il dit, bon, dorénavant, vous êtes citoyen russe. Vous comprenez? Donc, du coup, mis de rien, les Russes vont doubler leur
leur population. Ne soyons pas étonnés que d'ici les opérations vont finir, la Russie va avoir au moins 10 millions d'Ukrainiens sur son sol, eux tous ils vont devenir Russes. Et si les Russes ont perdu, même si c'est 200 000 militaires, en retour, si la Russie gagne 10 millions de trucs de citoyens, mais c'est bénéfique. C'est bénéfique. Et cette opération va permettre aux Russes de connaître leurs failles militaires et ajuster leur armée et étudier une nouvelle doctrine militaire parce que ce qui se passe, ce n'est pas une question d'Ukraine, c'est une question d'Occident et de la Russie. Et donc les Russes aussi, ils étudient la technique de guerre occidentale parce que toutes les instructions qui sont données à l'armée ukrainienne, mélangées avec tout ce que vous pouvez connaître, mais c'est la stratégie militaire de l'OTAN, c'est la stratégie militaire de l'Occident. Et donc les Russes doivent étudier ça. Ils étudient ça. Et les Occidentaux étudient aussi la stratégie militaire russe. Et donc, dans les deux camps, chacun va ajuster sa stratégie, sa tactique militaire. Pour que dans le futur, s'il y a affrontement, chacun connaît déjà les secrets de son ami, les failles de son ami. Donc, dans ça, chacun va voir où est-ce qu'il a des failles pour régler ça et essayer de combler. Parce que tu peux avoir une armée, tu peux dire je suis tant. Mais si ton armée ne s'est jamais engagée dans une vraie guerre, tu ne peux pas connaître les difficultés de ton armée. Et le jour J, il y aura une vraie bataille mondiale, tu seras surpris. Et donc ça permet à l'armée russe de se préparer et de connaître ce que c'est que l'OTAN et se préparer sur tous les plans. Ça permet à la Russie de liquider ses anciennes armes et de se concentrer sur les nouvelles armes. Parce que quand les anciennes armes sont là, souvent le pays devient feignant à produire des nouvelles matériels de guerre. Parce que le pays va dire on a déjà beaucoup, c'est pas la peine. Mais quand vous savez que vos anciens matériels ne sont plus là, vous êtes déterminé à produire beaucoup. Parce que vous savez que le jour où il y aura affrontement, vous aurez besoin de beaucoup d'obus. Et ça montre que pour produire les obus là, il ne faut pas avoir de limite. Il faut produire des obus illimités. Parce qu'on ne sait jamais, une guerre de haute intensité a besoin de beaucoup de trucs, de missiles, d'obus. Et donc les Russes, ça leur montre, ça va leur faire prendre conscience que non, dans le futur là, ils doivent produire beaucoup de trucs d'armes. Et que ces traités qui les poussaient à limiter la portée de leurs missiles, ils doivent quitter ces traités ou bien ils doivent maintenant faire très attention. Parce que cette bataille va leur montrer que dans la vie, là, il ne faut pas avoir des traités qui te poussent à limiter la portée de tes missiles. Pour dire non, tu n'as pas le droit d'avoir des missiles à longue portée ou bien des missiles qui peuvent atteindre le territoire européen. Non, ils doivent prendre conscience parce que ça montre que même les lance-missiles multiples, il faut élargir la portée. Ce n'est pas forcé de limiter ça à 80 km. Il faut même s'il faut aller au-delà de 80, 200, 300, 400, 500 km avec les lance-missiles multiples, ça, ils doivent étudier tout ça, tous ces paramètres pour connaître. Et la prochaine fois, ils vont produire de tels armements pour se renforcer. Ça va permettre à la Russie de ne plus jamais avoir peur de l'Occident. Parce que cet affrontement montre que les Russes peuvent eux seuls affronter l'Occident. Les Russes seuls peuvent affronter l'Occident. Et donc, c'est une preuve. Et la Russie ne va plus avoir peur dans le futur parce que peut-être les Russes avaient peur des Occidentaux, des Américains et tout. Mais dans le futur, ils n'auront plus de peur. Les menaces ne vont plus les faire reculer puisqu'ils ont déjà subi toutes sortes de menaces, toutes sortes de sanctions. Et donc, qu'est-ce qu'il reste encore? Rien ne reste. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser encore pour les intimider? Rien. Puisqu'ils ont utilisé déjà toutes leurs armes qu'ils avaient à leur disposition pour essayer d'influencer sur la politique russe ou bien sur les décisions russes. Maintenant, ils ont utilisé toutes leurs armes de sanctions. Mais ils n'ont plus rien à mettre sur la table pour intimider les Russes. Et donc, les Russes, ils n'en ont plus rien à foutre. Donc, si l'Occident veut déstabiliser un pays que la Russie dit non, je m'oppose, l'Occident n'aura plus de trucs de menaces.
pour dire non, on va te sanctionner. Ils vont dire, ben, vous avez déjà utilisé vos sanctions, rien ne s'est passé, on n'en a rien à foutre. Mettez vos sanctions où vous voulez les mettre. Mais nous, on ne va pas vous laisser faire. Dans le cas contraire, on va armer ce pays-là et vous allez vous enliser là-bas. Et donc, ça sera comme ça. Et c'est ce que Poutine a dit, que tout pays qui sera maintenant attaqué recevra l'aide de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord, de l'Iran pour faire face aux envahisseurs. Donc, voilà un peu. Donc, il a dit la guerre hybride est lancée. Donc, attendons-nous à ce que cela s'agrandisse. Que ce soit en Afrique, quel que soit l'endroit où ça sera, mais il aura l'aide automatiquement des pays opposés aux interventions européennes. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Non, la Russie est plus grande que l'Amérique. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. L'Amérique ne vaut pas 17 millions. Donc, la Russie est plus grande que l'Amérique, mais l'Amérique est plus peuplée que la Russie, puisque l'Amérique a fait au moins 350 millions d'habitants, ou ouais, si je ne m'abuse, c'est au moins 300 et demi de millions d'habitants. Par contre, la Russie, c'est 150 millions. Et avec cette opération spéciale, ils vont atteindre bientôt 170 millions. Puisque si les gens de la République de Donetsk s'ajoutent et les Ukrainiens qui sont partis en Russie, ça va atteindre les 170 millions d'habitants. Donc voilà, les opérations qu'ils font, ça va atteindre les 100, ça va lui permettre d'atteindre les 170 millions. Et sans compter l'OTC du sud, Transnistrie et les autres, hein, les petits coins là qui veulent se joindre à la Russie, si eux tous ils se mettent ensemble pour se joindre à la Russie, les Russes sont capables d'atteindre les 180 millions. Donc ça va augmenter la population russe encore. Donc voilà un peu ce qui se passe. Et ça sera un grand marché aussi. Oh, il fait quelle heure? Parce que je dois aller me coucher quand même. Oh non, la Corée du Nord a fait voter une loi, je ne sais pas si c'est hier, et a ajouté ça dans sa doctrine militaire. Cette loi dit quoi? Elle dit, au cas où, au cas où il aurait un attentat contre leur dirigeant, c'est-à-dire le dirigeant Kim Jong-un, si jamais il y a un attentat contre leur dirigeant et qu'il détermine l'origine de l'attentat, c'est-à-dire le pays qui a planifié l'attentat, ils n'hésiteront pas à utiliser l'arme nucléaire pour frapper, pour lancer une première frappe sur ce pays. Et donc, c'est écrit dans leur constitution que si jamais leur dirigeant est assassiné par un pays tiers, il aura directement une riposte d'armes nucléaires sur ce pays-là pour frapper la première frappe. Et dans la même loi, il est dit que la Corée du Nord refuse de se dénucléariser. Et donc, ils ont écrit ça en noir sur blanc qu'ils ne vont jamais se dénucléariser et qu'à partir de maintenant, la dénucléarisation ne fait plus partie de leur doctrine militaire. Et c'est écrit. Et la troisième fois, ils ont dit, quel que soit le pays qui va attaquer pour dire c'est une guerre conventionnelle, eux, ils ne vont pas riposter par une guerre conventionnelle, ils riposteront avec la bombe atomique directement sur ce pays qui va tenter de les attaquer pour dire non, c'est une guerre conventionnelle. Eux là, ça va devenir guerre atomique parce que leur première frappe sera l'arme atomique. Et donc, ils ont mis ça dans leur constitution. Avant que Kim Jong-un ne quitte ce monde, tout intégré. Et donc, devant le Parlement coréen, voilà, voilà, le dirigeant a bien proclamé cela et tout est écrit noir sur blanc. Donc, voilà un peu.
où nous sommes. Oui, oui, oui. Le système SWIFT, en fait, les pays, ce sont les Africains qui retardent, hein. Sinon, plusieurs pays déjà créent d'autres systèmes parallèles, hein. Ce sont les Africains depuis ce jour-là qui n'ont rien compris, qui ne font rien. Sinon, l'Égypte, qui est un client de la Russie, l'Égypte est un client de la Russie. Et qu'est-ce que l'Égypte a décidé de faire? L'Égypte a décidé d'accepter les banques russes sur son territoire pour permettre à l'Égypte de faire du commerce avec la Russie. Puisque la Russie n'utilise plus le système SWIFT et que les banques égyptiennes fonctionnent avec le système SWIFT, ce qui empêche l'Égypte de faire du commerce avec la Russie. Or, l'Égypte a besoin du céréal russe pour sa population, a besoin de l'armement pour son armée, puisque l'Égypte s'alimente chez les Occidentaux et en même temps chez les Russes en matière d'armement. Et donc, pour que les Égyptiens puissent faire du commerce avec la Russie via les armes et les céréales, il faille qu'il y ait le système russe, le système bancaire russe sur le territoire égyptien. Et donc, ils ont fait une réunion, l'Égypte a décidé d'accepter les banques, hein, russes sur son territoire. Puisque c'est la Russie qui va construire la centrale nucléaire égyptienne. Mais si l'Égypte n'accepte pas les banques russes, comment ils vont payer? Ou bien ils vont prendre de l'or pour aller donner ça aux Russes. Donc voici un peu. Donc les Égyptiens ont accepté, les Iraniens ont déjà accepté, les Indiens ont accepté, les Turcs fonctionnent déjà eux-mêmes. Ils disent bon, ils vont payer avec le rouble. Donc les Turcs, eux, ils payent déjà avec le rouble. Les Chinois ont accepté, les Brésiliens disent ils vont rentrer dans le même système que les Russes. Ils vont avoir le système européen, SWIFT, et le système au côté russe pour commercialiser avec la Russie. Parce que pour eux, il est inadmissible de mettre fin, hein, les relations qui existent entre la Russie et le Brésil. Or, le Brésil a commandé des sous-marins nucléaires dans la mer de la Russie. Et la Russie a promis de livrer des sous-marins nucléaires au Brésil. Et donc, ça est en cours. Donc, si le Brésil n'accepte pas, comment ils vont livrer leurs sous-marins nucléaires? Donc, voici un peu le problème. Voici un peu le truc, le bas blesse. Et donc, beaucoup de pays se rallient. Beaucoup de pays se rallient. Et donc, dans l'avenir, d'ici 10 à 20 ans, si Dieu nous donne une longue vie, vous verrez qu'il y aura deux systèmes parallèles. Et donc, le dollar ne sera plus le maître de la monnaie mondiale. La maîtresse. Le dollar ne sera plus le maître de la monnaie mondiale. Il y aura d'autres monnaies dans le monde. Et donc, cela va pousser les Occidentaux à prendre conscience et à ne plus menacer les gens. Parce que depuis un certain moment, ils utilisent la monnaie pour mettre la pression et faire de l'impérialisme politique à travers le monde. C'est-à-dire, si tu ne veux pas, hein, te coucher en bas d'eux, ils te sanctionnent. Et donc, le dollar était devenu, hein, une manière de mettre la pression sur les pays du monde afin de les pousser à accepter l'idéologie, la pensée unique occidentale. Il n'était pas question de refuser la pensée unique occidentale, les ordres de l'Occident. Mais avec ce système qui vient, ce que les Chinois, les Russes, les Indiens, tous ceux-là, ils mettent sur pied, les Iraniens, ça va permettre à d'autres pays d'échapper aux sanctions occidentales. C'est-à-dire, si ton pays est sanctionné et qu'on dit non, tu n'as plus le droit de faire du commerce avec qui que ce soit, tu ne dois pas utiliser le système SWIFT, mais tu t'en vas là-bas, tu dis bon, je vais utiliser vos systèmes, votre système, tu utilises ça, même si tu ne fais plus du commerce avec l'Occident, leurs sanctions qui t'avaient infligées dans le seul but de pousser ton peuple à périr par manque de trucs de nourriture et voir ton pays être disloqué des révoltes, mais tu vas orienter ton commerce de l'autre côté vers l'Asie et ce système va te permettre de toujours faire du commerce. Et même, tu peux dire, bon, comme les banques occidentales ne veulent pas que mon pays utilise leur système, à partir de maintenant, on change de système et tu envoies le système
hein, le système de trucs des Chinois et des Russes, tu intègres ça dans ton pays et tu dis à tes citoyens de prendre leur carte bancaire. Et que s'ils veulent faire leurs achats, ils n'ont qu'à aller plutôt en Asie. Ils n'ont qu'à aller faire leurs achats là-bas. Il ne faut plus vont partir en Occident parce que ces cartes ne marchent pas en Occident, ça marche seulement qu'en Asie. Donc tu demandes aux Asiatiques, venez ici. Si vous venez, vos cartes là, ça marche parce que il y a des banques maintenant ici, vous pouvez venir faire du tourisme et tout. Et donc du coup, ça va pousser les gens à venir dans votre pays. Et les Occidentaux n'auront plus de moyens de pression parce que ce n'est pas eux qui contrôlent ce système. Ils ne vont pas interdire ton pays d'utiliser le système. Puisqu'ils ne sont pas les maîtres de ce système, ce n'est pas eux qui ont créé le système. Ce qu'ils ont créé là, ils t'ont déjà mis au état de lui et toi, tu t'orientes ailleurs. Et c'est ce que les Africains devraient faire. Mais avant de le faire, il faut avoir ta monnaie. Parce que quand tu as ta monnaie, tu peux définir ta politique monétaire. Mais quand tu n'as pas ta propre monnaie et que tu dépends d'une monnaie commune, tu ne peux pas décider. Parce que quand tu vas prendre la décision, les autres pays vont te mettre les bâtons dans les roues. Imaginons ceux qui sont dans le franc CFA. Si un pays membre du CFA est sanctionné par les Occidentaux, et que les Occidentaux disent, bon, à partir d'aujourd'hui, ton pays n'a plus le droit d'utiliser le système SWIFT. Toi, tu fais comment? Ça veut dire, tout ton argent, les francs CFA sont bloqués, puisque ces trucs, et tu es dans les capacités de produire ta propre monnaie. Tu fais comment? Donc, ton pays meurt automatiquement, puisque tu n'as pas une banque centrale qui te permet de produire ta propre monnaie. Et de négocier directement avec des partenaires qui, eux, ils ont d'autres systèmes, ils ont d'autres systèmes qui vont permettre à ton pays de se relever. Tu n'as pas ta monnaie, tu fais comment? C'est fini. Ton peuple va se révolter. Mais si tu as ta monnaie, et qu'ils disent qu'il ne faut pas utiliser le système bancaire, mais tu sais que tu as ta propre monnaie. Tu négocies directement avec les autres pays qui ont un autre truc au système. Et les banques qui étaient déjà dans ton pays, tu changes seulement de logiciel. Tu changes, ils t'aident, tu envoies des experts de ces pays-là et tu changes. Tu modifies. Si c'est les trucs, comment on appelle, je ne sais pas. Si c'est logiciel, il faut changer pour, hein, au lieu de trucs du système Swift, tu mets le système de ces trucs, tu changes tout et tu adaptes ton système bancaire à leur système bancaire et c'est fini. Ton pays va toujours fonctionner. Et c'est comme ça. Donc voilà, les Africains, ils ne comprennent pas. Au lieu de se réveiller, ou bien s'ils ne veulent pas créer leur propre monnaie, mais ils devraient créer une monnaie numérique. Une monnaie numérique qui va leur permettre et négocier avec ces pays-là, les pays du monde entier, pour que leur monnaie numérique soit reconnue. S'ils créent une monnaie numérique et que cette monnaie numérique est soutenue par plusieurs pays africains, basée sur les matières premières, c'est-à-dire la valeur de cette monnaie numérique se base sur les matières premières, les ressources minières que l'Afrique détient, mais cette monnaie numérique va faire un bond. Ça va être même plus forte que le Bitcoin. Et donc, cette monnaie numérique sera reconnue par les différents pays du monde. Ce qui va faire que les Africains eux-mêmes, ils vont contrôler leur propre monnaie. Et donc, les Occidentaux ne pourront pas mettre un droit de veto ou bien interdire ces Africains d'utiliser leur propre monnaie, puisque la monnaie sera contrôlée par les Africains eux-mêmes. Donc, il faut envoyer des spécialistes, des grands banquiers, pour réfléchir à créer une monnaie numérique en dehors de la monnaie que nous avons, le franc CFA, puisqu'ils ne veulent pas quitter dans cette monnaie, il n'y a pas de souci. Créons une monnaie parallèle au franc CFA qui sera numérique. Et elle sera soutenue par plusieurs pays qui vont se coaliser. Et cette monnaie sera soutenue par les matières qu'on détient dans nos sous-sols et tout. Donc, pour que la monnaie puisse avoir une grande valeur. Et cette valeur sera reconnue à travers le monde. Ça va nous permettre de commercialiser avec les pays qui n'utilisent pas le système SWIFT, mais qui utilisent les monnaies numériques dans les pays qui acceptent ces monnaies. Nous, on peut utiliser cette monnaie numérique pour payer des marchandises à travers le monde sans aucun blocage quelconque. Voilà, des pays qui veulent évoluer, c'est comme ça. Il faut réfléchir. De nos jours, il ne faut plus avoir des pensées constipées. On doit réfléchir dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'on peut faire? Boostons-nous, levons nos fesses. On est assis et puis on est là. L'Afrique, j'ai l'impression que les Africains ne sont pas courageux. Nos dirigeants, ils ne sont pas capables.
C'est des gens qui sont incapables. Ils suivent bêtement ce qu'on leur demande de faire. Ils mettent leur argent en Occident. Quand il y a un problème, ils mettent embargo. Vous ne voyez pas l'embargo qu'ils mettent. Mais les Africains devraient réfléchir 1000 fois. C'est-à-dire qu'il ne faut plus faire confiance au système bancaire occidental. Parce que quand tu as ton argent, dans leur banque, une fois qu'ils te reprochent quelque chose, ils vont te sanctionner, ils vont bloquer ton argent. Et quand ils bloquent là, ils ne te donnent plus ça. C'est fini. C'est pour toujours. Ils bloquent, ils confisquent ton argent, ils partagent ça entre eux et puis c'est fini. S'enrichir les Occidentaux. Les Africains n'ont toujours pas compris ça. Les banques africaines qui gardent leur argent en Occident, vous cherchez quoi? Vous ne voyez pas qu'à chaque fois qu'il y a un problème, ils confisquent vos biens mal acquis. Même l'argent des banques centrales, ils confisquent tout ça. Mais vous, Africains, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, la grande partie du monde ne fait plus confiance à la monnaie occidentale. Voilà pourquoi l'euro s'écroule. Voilà pourquoi la livre anglaise s'écroule. Mais vous pensez que c'est pour ne rien? Non, ce n'est pas pour ne rien. Parce que les Occidentaux, ils ne tardent pas à sanctionner. Et donc, les gens, ils ont peur de payer l'euro. Parce que si tu payes l'euro pour faire des achats avec eux, à un moment donné, ton argent va se retrouver dans leur banque. Et quand ton pays aura un problème avec eux, ils vont bloquer ton argent. Et ils ne vont plus jamais redonner ça à ton pays. Même le jour où tu tombes et qu'un autre dirigeant vient, ils ne vont jamais lui donner les biens de ton pays. Ils vont confisquer ça, bouffer ça, et puis c'est fini. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Les Africains devraient comprendre la leçon. Donc aujourd'hui, chaque pays accepte de faire du business avec sa propre monnaie nationale à travers le monde. Et c'est ce qui se passe. Ah, si les trucs... Oh, vraiment... Si les Turcs, les Iraniens, eux là, ils acceptent de faire business avec les autres pays à travers leur propre monnaie nationale. L'Arabie Saoudite, nous, pays africains, on ne peut pas. Si on se met ensemble, on crée une monnaie et qu'on décide de faire du business avec notre propre monnaie, mais ça va donner de la valeur à notre monnaie. Parce que ceux qui vont vouloir payer chez nous, ils seront obligés d'acheter notre monnaie. Et donc, ça va élever la valeur de notre monnaie. Mais c'est comme ça. Si tu veux valoriser ta monnaie, là, tu dis, ah, nous là, on veut faire du commerce avec vous, mais si on veut acheter des marchandises chez vous, on achète vous, votre monnaie. Si vous voulez acheter chez nous, là, vous achetez chez nous. Vous achetez notre monnaie. Et donc, du coup, notre monnaie ne va pas se retrouver dans les banques n'importe comment. Dans une banque occidentale, pour que l'Occident puisse contrôler cette monnaie. De la manière, notre argent va se retrouver dans les banques occidentales. Eux aussi, leur argent va se retrouver dans nos banques. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si l'Occident veut venir acheter des marchandises en Afrique, mais cet Occident sera dans l'obligation d'acheter la monnaie africaine. Et donc, du coup, il aura des avoirs des pays membres des pays occidentaux dans nos banques. Et nous, si on veut acheter des marchandises en Occident, on achète leur monnaie. Et donc, du coup, on va avoir nos avoirs dans leur banque occidentale. Résultat, c'est kiff-kiff, 50-50. S'il y a un problème, ils confisquent notre monnaie, nous aussi on confisque leur monnaie. Parce qu'ils n'auront pas le temps de rapatrier. Le jour où on voit qu'ils commencent à rapatrier leurs biens, on dit ça ne sent pas bon, nous aussi on rapatrie pour nous. S'ils ne veulent pas qu'on rapatrie pour nous, on leur bloque, on dit non, vous aussi on ne va pas vous laisser rapatrier pour vous. Qu'est-ce que vous préparez? Il faut être vigilant. Maintenant, en Afrique on ne le fait pas. Pourquoi le rouble commence à avoir de la valeur? Pourquoi le rouble ne chute pas? Parce que l'objectif occidental, c'était de faire chuter le rouble. C'était de détruire la monnaie russe. Mais si la monnaie russe monte, et que la monnaie russe est devenue l'une des monnaies les plus importantes du monde, c'est pourquoi? Parce que les Russes appliquent le même principe que les Américains. C'est-à-dire, le dollar a pris le pouvoir. Pourquoi? Parce que les Américains avaient imposé le dollar comme monnaie unique à travers le monde pour acheter les hydrocarbures, c'est-à-dire tout ce qui concerne gaz, pétrole. Et donc les gens du monde entier, les marchés globaux, tout pays qui voulait acheter le pétrole ou le gaz devrait acheter ça en dollars. Ce qui permettait au dollar d'être à son apogée, c'est-à-dire voilà, à son niveau le plus élevé. Ce qui permettait au dollar de résister.
Ce qui permet aux Américains d'avoir de l'argent. Puisque chaque dollar acheté, chaque marchandise achetée, les Américains ont leur taxe. Chaque transfert d'argent que tu feras à travers le monde, tu payes des taxes. Et ça va dans les banques américaines. Et donc, du coup, ça enrichit l'Amérique. Ça permet à l'Amérique de dominer le monde à travers sa monnaie, être le pays le plus riche du monde. Mais les Russes font pareil. Ils ont dit, bon, c'est vous qui appliquez ça maintenant que votre monnaie n'est plus fiable, puisque vous utilisez ça pour mettre des sanctions, confisquer les biens des banques centrales des pays. Bon, nous aussi, on va imposer le même système. À partir de maintenant, si vous voulez acheter le pétrole dans la mer des Russes ou le gaz, vous payez 100 roubles. Pas de roubles, pas de gaz, pas de roubles, pas de pétrole. Or, la Russie produit au moins 40% du gaz du monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, le marché, là, en matière de gaz, non. Oui, 40% alimente, en matière de gaz, la Russie alimente le marché mondial. Et donc, c'est un gros marché. Si la Russie interrompt sa production de gaz et de pétrole, mais vous allez voir un baril de pétrole qui va coûter au moins 500 dollars. Et ça, qui peut? Ou bien le mètre cube du gaz qui va coûter au moins 4 000 euros, ou bien 3 000 euros. Qui est prêt pour payer ça? Les consommateurs, ils vont faire comment? Et donc, qui pleut, qui neige, la Russie, il ne peut pas isoler la Russie sur ce plan. Et les pays auront toujours besoin de l'énergie russe. Et donc, tous ceux qui veulent acheter de l'énergie russe ou du céréal, ils sont obligés d'acheter le rouble. Et donc, en achetant le rouble devient fort. Mais le rouble devient comme le dollar, le rouble devient comme l'euro. C'est-à-dire, ça devient une monnaie importante à travers le monde, dont les gens ont besoin pour commercialiser avec la Russie. Si tu n'as pas de rouble, il n'y a pas de trucs marchandises russes. C'est-à-dire, si tu as faim, tu veux manger pain, tu as besoin de céréales de la Russie, mais il faut le rouble pour avoir le blé. Or, la Russie détient le marché, la moitié du marché du blé en ce moment. Donc, voilà pourquoi Poutine, voilà comment Poutine met en valeur sa monnaie. Et ça ne plaît pas aux Occidentaux, ça ne plaît pas aux Européens, aux Américains. Ils ont la haine. Parce qu'au fur et à mesure que les jours passent, les pays s'agrandissent. Les pays qui acceptent de payer en roubles deviennent grands, et à un moment donné, le rouble va s'imposer comme le dollar. Et la Russie ne va plus être le pays qui était pauvre, mais va commencer à être un pays très riche. Voilà pourquoi vous voyez dans ces temps-ci, la Russie fait, elle gagne beaucoup d'argent. Elle fait assez d'économies à travers cette opération spéciale. Les Russes gagnent beaucoup d'argent. Mais c'est ça, le système que Poutine a mis sur pied, c'est ça qui leur permet. Et c'est ce que les Américains ils font. Ils gagnent beaucoup d'argent à travers le dollar. Et donc les Russes aussi, ils appliquent le même système. Et ça permet à la Chine de devenir riche. La Chine devrait imposer un tel système si les Chinois étaient trop trus. Mais eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. C'est les Russes qui les boostent à aussi prendre la décision. Sinon, ce que Poutine a imposé là, mais c'est comme ça. Si dorénavant, si maintenant, la Chine prend une décision pour dire, bon, tous ceux qui veulent faire du commerce avec la Chine, ils payent en yuan. C'est comme si les Américains qui ont besoin aussi des Chinois, les Européens, ils vont payer en yuan. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là à valoriser le yuan. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, dans la vie, là, il faut être intelligent. Si Poutine n'avait pas pris une telle décision, il y a longtemps, le rouble s'était déjà cassé le visage. Il allait avoir des révoltes en Russie. Mais si le rouble résiste et que devient de plus en plus fort, c'est parce que la Russie a imposé le rouble comme une monnaie importante, comme le dollar et l'euro. Parce qu'on a souvent un truc à dire, mais les Européens, ils n'ont rien dans leur sous-sol, mais pourquoi ils sont riches? Mais ils sont riches parce que eux, là, ils imposent leur monnaie. Si un Africain veut acheter quelque chose en Europe, tu vas acheter ça en euros. Ce n'est pas en francs CFA que tu vas aller acheter. Et donc, en achetant ça en euros, mais tu payes des taxes. C'est comme si tu payais des impôts sur leur monnaie. Donc, attends. Combien de milliards on envoie là-bas?
Et donc, vous imaginez les taxes qu'on paye. Mais c'est ça c'est tout ça là qui leur permet d'avoir beaucoup d'argent, qui leur permet d'être riches. Et puis on est étonné, ils n'ont rien dans leur sous-sol, mais ils sont riches, ils gagnent l'argent. Ils ont leur monnaie qui nous impose pour faire commerce là, c'est dans leur monnaie, dans leur propre monnaie on fait commerce. Sans leur, tu amènes franc CFA ici, ils vont te jeter ça sur le visage. Je dis, nous on ne connaît pas. Si tu as euro, voilà. Tu as le dollar, voilà. Mais dorénavant, eux là, ils ont su qu'avec le rouble, ils allaient enrichir la Russie. Quand la Russie a dit payer 100 roubles, ils ont dit non, 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 nous on ne paye pas 100 roubles. Ils ont voulu résister parce que c'est eux-mêmes qui ont créé ce même système. Ils savent ce qu'il y a dedans. S'ils payent le rouble, c'est comme si eux-mêmes, ils enrichissent la Russie et puis ils permettent au rouble de concurrencer directement le dollar et l'euro. Ils comprennent le système. Donc au début, ils ont dit non, non, non. Eux là, ils ne veulent pas. Mais ils ont compris que soit ils participent au renforcement de la monnaie russe, soit ils vont sombrer parce qu'ils n'auront plus d'énergie, pétrole et puis gaz. Donc, ils avaient le dos au mur, ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient obligés de céder. Beaucoup ont refusé de céder, mais beaucoup ont cédé. Et cela a renforcé le rouble. La Chine a cédé, l'Inde a cédé, la Turquie a cédé, l'Iran a cédé. L'Arabie Saoudite paye son pétrole en rouble. Les Saoudiens, eux, ils produisent du pétrole. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comme le pétrole russe est à bon prix, les Saoudiens payent le pétrole russe et puis eux, ils revendent ça cher. Ah, Saoudiens, les pétroles de là, ils ne sont pas gaou. Et qu'est-ce que les gens ils font? Émirats Arabes Unis. Eux aussi, ils savent payer le pétrole russe à bon prix et puis ils revendent ça cher. Ils mélangent ça avec leur propre pétrole et ils vendent ça cher. C'est-à-dire, leur pétrole, ils savent que eux, pour eux, là, ils font ça cher. Imaginons que leur baril de pétrole, ils font ça à 100 dollars. Maintenant, les Russes, on leur dit, bon, nous, on va vous donner pour nous, là, à 60 dollars. Ils disent, ah, mais c'est bon marché. Donc, eux, ils achètent le pétrole russe à 60 dollars le baril. C'est un exemple. Et puis, arrivé chez eux, là, ils vendent ça à 100 dollars. Donc, ça veut dire, ils ont 40 dollars sur chaque baril. Mais ils ne sont pas gaou. Mais eux, ils gagnent de l'argent. Et donc, eux, ils vendent ça aux Européens. Ils vendent ça aux Européens et à certains pays asiatiques. Donc, voici ce qui se passe. Et ils payent ça quoi? En rouble. Donc, en un mot, Poutine est en train d'imposer le rouble comme une monnaie internationale. Dorénavant, les Africains, s'ils veulent faire du business et les Russes, tu veux payer tes armes, paye ça en rouble. À toi de trouver des solutions. Ou soit, si tu n'as pas de rouble, tu n'as pas un truc, l'indépendance monétaire, va prendre ton or. Tu prends des trucs, des cargaisons d'or, tu dis, bon, je veux ça, il pèse. Le prix de ton or, est-ce que ça vaut le prix des marchandises que tu veux payer? Tu dis oui, tu lui donnes des cargaisons d'or et puis lui, il te donne les marchandises. Et il prend ce temps-là, il met ça dans sa banque centrale. Ce qui encore va relever la valeur de sa monnaie. Donc, voilà. Parce que leur monnaie est basée sur l'or. Voici ce qui est clair. Donc, d'une manière ou d'une autre, on va participer à rendre la monnaie russe puissante. C'est clair. Donc, voilà un peu. Sur ce, on se laisse. Je ne vais plus trop rentrer dans les détails. Ciao. Prenez bien soin de vous. Que le bon Dieu soit avec vous. Que chacun de nous prie le bon Dieu car il est vraiment Dieu. Il est vraiment Seigneur. Ciao, on est ensemble. Et bonne nuit à tous et à toutes.